Eh, salut YouTube! On va regarder l'interview de Thinkerview. Alors, généralement, je regarde pas les interviews de Thinkerview parce que c'est trop long et c'est trop chiant à React. Et surtout, je déteste le gars de Thinkerview. Enfin, pas humainement. Je le déteste pas humainement, le gars de Thinkerview. Mais je déteste la manière dont il fait son travail. Je vous jure, les gens, que je trouve que c'est un gâchis. Le gars, il a des invités de malades et il ne travaille pas son sujet. Et c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours « Ah, si je te dis décroissance ». Et parfois, c'est même pas des questions, les gens. Parfois, c'est juste des phrases en mode « Si je te dis la Syrie, t'en penses quoi si je te dis la Syrie ?» Et là, il y a eu l'interview de Florence Bergeau-Blacker. Alors, je rappelle que pour elle, je suis un islamiste, je suis un frère musulman, je suis ci, je suis ça. Et je rappelle que Bergeau-Blacker, c'est une chercheuse au CNRS. Comme quoi, c'est pas parce que vous êtes au CNRS que vous pouvez pas dire des conneries. Au contraire, vous pouvez être complètement con et être au CNRS. Présenter succinctement. Alors oui, je m'appelle Florence Bergeau-Blacker, je suis chargée de recherche au Je suis une folle! CNRS, présidente du CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Et je travaille sur ce frérisme, cette idéologie depuis une trentaine d'années, un peu plus maintenant. 30 ans sur ce sujet, mais c'est quoi ton centre d'intérêt? Je sais pas, il y a tellement des choses intéressantes, tu vois, par exemple, les rave parties des ados de 15 à 20 ans dans la Creuse dans les années 80. Ça, c'est un sujet, je suis ok, ça, j'ai envie de lire. Par contre, là, sur les frères musulmans depuis 30 ans, et t'en as pas trouvé un seul, hein, je te signale. Ça fait 30 ans qu'elle recherche. Et je sors un livre bientôt qui va apporter sur le djihad par le marché, c'est-à-dire... Non mais en fait tu peux inventer des trucs comme ça. Le djihad par le marché. Qu'est-ce que c'est cette connerie du djihad par le marché? En fait tu peux mettre djihad dans tous les sens que tu veux, tu vois. En fait quand quelqu'un fait quelque chose, quand un musulman fait quelque chose, c'est du djihad. Par exemple si... C'est vraiment leur logique, hein. Par exemple, si on fait de la politique, c'est du djihad politique. Si on fait du business, c'est du djihad commercial. Si, je sais pas, on fait du droit, c'est du djihad judiciaire. Voilà, tu mets le mot djihad. Dès qu'on fait un truc, c'est djihadique. Du djihad de montagne, oui, mais ils sont malades, vraiment. Hein. Le djihad par le sport, hein. Des musulmans qui font du sport, Benzema, c'est du djihad par le sport. C'est-à-dire le marché halal comme élément pour... conquérir, pour transformer la culture. Je comprends pas aussi cet argument de le poulet pour conquérir le pays. Il y a vraiment des gens, ils sont allés dans le Super U, tu vois, allez, Lidl, ils se promènent dans le Lidl, ils sont pas musulmans, et paf, ils voient un rayon de viande halal, et ils se disent, ah mais l'islam? Mais oui, l'islam en fait. Quel est l'élément de conquête d'avoir de la viande halal dans le marché? C'est quoi? Ça va convaincre les gens d'être musulmans? Tellement il était bon le poulet, il en a pleuré en se convertissant. Mais oui, c'est ça en fait, c'est tellement bon la viande halal. Vous allez nous expliquer votre domaine de recherche, comment les gens vous perçoivent, comment vos collègues vous perçoivent. Ça dépend desquels, on va dire. C'est vrai que dans le... Les chercheurs qui travaillent de manière sérieuse sur le sujet, qui ont fait des enquêtes, qui connaissent un petit peu le sujet, se disent « Ok, la folle du bus ». Après, les racistes sont en mode « Ah, c'est une super chercheuse. Super chercheuse. » Des recherches sur la sociologie de l'islam, et en particulier en Europe, c'est assez contrasté. J'ai quelques collègues... disons, bienveillants vis-à-vis de mes travaux. Keppel, Micheron, les chercheurs islamophobes. Keppel, Micheron et comment il s'appelle Rougier, voilà. Non pas bienveillants parce qu'ils sont en accord. Il y a des collègues qui ne sont pas d'accord avec moi et c'est parfait. Mais j'ai malheureusement dans les disciplines beaucoup d'ennemis. En plus au CNRS tu es élu par tes pairs. Je me demande comment c'est possible. Bah, après ça dépend à quel moment elle a été élue par ses pairs et quel était l'état de ses travaux à ce moment-là. Moi je pense à un autre chercheur qui était élu par ses pairs et qui avait des travaux qui étaient des très bons travaux sur l'insécurité, sur la délinquance et qui en fait a pété un câble au moment du Covid, qui est devenu full conspirationniste. Comment il s'appelle déjà Mukieli. Mukieli qui a des excellents travaux sur ça. Et sur le Covid, bah, il est parti full en mode c'est un complot. Voilà. Et il y avait eu un débat au CNRS parce qu'il se présentait en tant que chercheur du CNRS pour donner du poids à tous ces délires conspirationnistes. Et il y a eu une vraie question qui s'est posée au CNRS. Qu'est-ce qu'on fait de Mukieli quoi il est quand même, il a l'étiquette de CNRS et il est en train de péter un câble. Donc ça dépend à quel moment elle a été élue au CNRS et quel était l'état de ses travaux à l'époque. Parce que les gens, elle dit que ça fait 30 ans qu'elle travaille sur le sujet. Moi, j'ai l'impression que ça fait seulement 2-3 ans qu'on entend parler d'elle. Et elle est pas toute jeune, donc je pense que, je veux dire, c'est-à-dire, elle a commencé dans les années 90, dans les 2000, elle faisait des travaux de sociologie. J'en avais jamais entendu parler. Moi. Vraiment, pour moi, Bergeau-Blackler, les gens, en ayant travaillé un peu sur ces sujets, c'est surtout un phénomène médiatique. Dans le monde académique et tout, je ne l'ai jamais entendu citer, quoi. Il y a des professeurs qui demandent à leurs étudiants de ne pas les lire, de ne pas lire les livres de Bergeau-Blackler. Évidemment, ça, c'est très difficile.
Parce que là, on est dans l'ostracisme, on est dans l'exclusion. Mais comment tu peux dire que tu es ostracisé? Ça va m'énerver. Vraiment, les fachos qui se pensent ostracisés alors qu'on parle de H24, je n'en peux plus en fait. C'est plus possible. Arrêtez. On est dans quelque chose qui n'est pas compatible en fait avec la recherche. La recherche, c'est quoi? L'enseignement, c'est quoi? C'est la possibilité de confronter des idées parce qu'on ne peut pas. Dit-elle, hein, celle qui participe à la chasse aux sorcières sur les musulmans, qui cautionne toute censure d'imams et tout, qui même accuse des chercheurs qui, dès qu'ils ont une discussion avec une personne musulmane, d'accointance avec l'islamisme, arrête un petit peu, arrête. Aujourd'hui, il faut faire des alliés, il faut faire fabriquer des communautés d'accords. Donc vous devez développer une certaine théorie, une certaine façon de voir les choses. Vous avez votre communauté pour protéger votre champ, et en dehors de ça, ça devient des ennemis. Non mais le va pas lire machin, c'est un con, c'est la base de la recherche, oui, oui. Ou alors tu peux le dire de manière plus polie en mode ah, je conseille pas, c'est pas ouf. Henri Laurence a aussi demandé au CNRS de revoir son statut parce que Blecker a traité une meuf voilée de l'équipe de Laurence de frère musulman. Ouais, non mais la folle du bus, mais en fait, moi ce qui me fascine chez elle, tu sais, t'as des gens, tu vois qu'il y a de l'hypocrisie, tu vois qu'il y a, comment dire, il y a du cynisme. Tu vois, sur l'islamophobie et tout, il y a de l'instrumentalisation, il y a de l'opportunisme. Ils répètent toutes les théories islamophobes parce que ça sert leurs intérêts. Moi, ce que je trouve effrayant chez elle, c'est que je suis persuadé qu'elle y croit. Je suis persuadé dans sa tête qu'elle croit que les frères musulmans sont aux portes du pouvoir. C'est soit qu'elle est vraiment matrixée par ça. Je me souviens très bien, en 1996, j'étais à un colloque de l'AFEMAM, je crois, l'Association française des études sur le monde arabe et musulman à Aix, et j'étais allée voir une professeure à l'époque qui venait de sortir un livre sur l'islam en France. Et je lui avais dit, mais ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai commencé à travailler avec les mosquées de mon quartier. J'ai des résultats, j'ai des choses intéressantes. Ce sont les frères musulmans, etc. Déjà à l'époque, ce sont les frères musulmans. Ben, en fait, comment ça s'est passé mon enquête? Je suis allé dans la mosquée et j'ai observé les musulmans. Et j'ai pu observer que ces musulmans, entre eux, s'appelaient frères. Et j'ai découvert qu'il y avait une organisation qui s'appelait les frères musulmans. Ils sont longs à la conquête. Oui, ça fait 30 ans que les frères musulmans sont en train de conquérir la France avec, je rappelle, aucun résultat. Aucune victoire institutionnelle. En 30 ans, on n'a connu que des défaites. Ça fait 30 ans que l'équipe des frères musulmans, elle perd. Et elle m'avait regardé, elle m'avait dit, mais moi j'ai fait un livre et j'ai tout dit sur la question. Donc c'est pas la peine, faites autre chose, c'est plus intéressant. Et puis l'autre argument pour me dissuader de travailler, c'était vous allez faire le jeu du Front National parce que vous avez une vision de la chose qui est trop critique. Non, ils ont dit t'es une grosse raciste. Voilà, tout simplement. Et t'es une grosse raciste. Oui. On était, dès les années 90, on était sommés, nous les chercheurs ou les étudiants, à l'époque j'étais étudiante en anthropologie, Elle est anthropologue, elle. Putain, je croyais qu'elle était sociologue. Elle est Ah ben oui, anthropologie. Mais non, mais... On était sommés de rassurer en fait la population. On devait faire des enquêtes, des études qui montraient que les musulmans s'intégraient très bien, les populations du sud de la Méditerranée avaient juste quelques petites difficultés transitoires, mais que les jeunes générations allaient de toute façon devenir se séculariser et donc adapter leur mode de vie et leur pensée à ce qu'ils avaient autour d'eux. Ce qui est le cas. Je ne comprends pas quelles sont les enquêtes qui montrent. C'est quoi les données qui montreraient que les jeunes musulmans nés en France ne se sont pas adaptés à la France? Vraiment, mais à quel moment? Et tu sais, il y a des gens qui vont nous dire ouais, parce qu'ils sont réacs, ils respectent pas le droit des femmes. Read the room. Il y a l'extrême droite au pouvoir, il y a les tradwives, il y a les mascus. Même les musulmans réacs, un peu les femmes au foyer, sont totalement adaptés au contexte européen, au contexte français. Qu'est-ce qui prouverait? Je sais pas, c'est quoi? Il se balade avec des dromadaires? C'est ça le truc? Je comprends pas. Oui, moi qui ai grandi dans un monde musulman en France, quand je vais au bled, je me rends compte que je suis français. Mais on est français de ouf. Déjà, on parle la langue française, on a posé... Rien que un exemple, c'est le nombre de gens comme moi, de ma génération, qui ne parlent pas arabe. Et pourtant, la langue, c'est important. D'ailleurs, c'est encore plus important dans l'islam, parce que normalement, tu dois lire le Coran en arabe, dans sa langue originelle. Quel est le meilleur exemple d'intégration des Arabes noirs musulmans en France que le fait qu'une bonne partie ne parle même plus arabe? Et en même temps, il y avait un autre discours qui disait « mais il ne faut plus assimiler ». C'est une violence faite à ces gens que de vouloir les assimiler. Il faut se contenter de les intégrer. C'est-à-dire les assimiler. C'est une violence de les assimiler. Ça dépend de ce que tu entends par assimiler. Les inclure dans notre société tels qu'ils sont. Là, il faut les inclure. On parle des arabo-musulmans de deuxième génération.
Et il faut les inclure dans la société tels qu'ils sont. Encore, on est totalement différents des autres, nous, les deuxièmes de génération. Moi qui suis né en France, tu vois, à Saint-Chamond, pourquoi on ne m'intégrait pas tel que je suis? C'est quoi le problème avec le tel que je suis? Je comprends pas. Moi, je suis d'une génération, j'ai 60 ans, mais quand j'arrive à peu près dans les années 70, nous sommes de plusieurs communautés, enfin de plusieurs origines plutôt. Dans ma classe, il y a des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Marocains. Je suis de Bordeaux. Et déjà, on voit bien que toute la volonté de ces élèves, c'est de s'assimiler, c'est de faire comme les autres. Et ça marche plutôt pas mal. Jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 80-90, le rôle qu'a joué Mitterrand, le touche pas à mon pote, et on va faire de ces gens-là, en fait, des gens qui sont différents. Alors là, elle a quand même dit c'est à cause du SOS racisme que les Arabes ne s'intègrent plus à la France. Non mais c'est quoi cette... Et en plus, c'est à cause de SOS racisme qu'on considère les Arabes, les Noirs et les musulmans comme différents. Avant, non. Avant SOS racisme, on les considérait pas comme... On les considérait comme... D'ailleurs, il n'y avait pas de racisme avant SOS racisme, il faut le savoir. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il y a eu SOS racisme. Et même avant SOS racisme, il y a eu la marche des beurs, hein, entre guillemets, et on comprenait pas pourquoi. Pourquoi les beurs, pourquoi vous avez marché? Il n'y avait pas de racisme, je comprends pas. Et ça devient un peu les personnes à imiter. Nous, c'est là qu'on commence à voir les prémices du racisme. C'est une chercheuse. Hein. Là, vous avez la parole d'une chercheuse. Là, son truc, c'est à cause de touche pas à mon pote, les Arabes ont arrêté de s'intégrer. Et on les a commencé à les traiter comme s'ils étaient différents. L'expression de la haine de soi, c'est-à-dire que chez le nouvel arrivant, c'est mieux. Il faut s'adapter à ce qu'il est lui. Et pour l'accueillir, il faut faire comme lui. C'est un délire, là. C'est un délire. Là. Elle est en train de nous dire que même maintenant, il y a une fascination. Les Blancs essayent trop de faire comme les Noirs et les Arabes. Mais on sent que la science avance. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de données. Hein. Elle fournit des études, elle fournit des enquêtes pour asseoir son propos. Hein. Donc là, elle nous dit, à cause de SOS mon pote, là, je sais pas quoi, on a commencé à traiter les Noirs et les Arabes comme s'ils étaient différents. Avant, on le faisait pas. Et maintenant, à cause de ça, on les a traités de manière différente. Donc c'est devenu cool d'être musulman, apparemment. C'était à la mode. Et le problème, c'est que les Blancs, ils ont voulu copier les musulmans. C'est pour ça qu'il y a une époque où apparemment c'était à la mode d'être musulman. On était hype. C'est bizarre, d'habitude, si vous accueillez quelqu'un, vous lui montrez ce que vous êtes. Vous lui offrez ce que vous consommez. Non, ici, il faut s'adapter au nouvel arrivant, c'est mieux. Mais c'est une folie. Elle est anthropologue, la putain de sa mère. Anthropologue, elle a un propos, on dirait, les Blancs de frontières. C'est le même niveau. Ouais, normalement, quand on accueille quelqu'un, on lui donne à manger. Et ben là, c'est le contraire. C'est celui qui arrive qui nous donne à manger. On doit manger comme lui, il a dit. Mais c'est une folie. Dans les années 90, ce qui est demandé aux étudiants en sociologie, en anthropologie, c'est de rassurer la population et d'expliquer que tout va bien, qu'il y a une adaptation de ces nouvelles populations. Mais si c'est seconde génération, c'est pas une nouvelle population, ma sœur. Hein. Les années 90, on est déjà plus sur une nouvelle population. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ultra raciste ce qu'elle est en train de dire. Vos détracteurs vous disent que vous êtes financé par l'extrême droite, que vous avez votre point de vue d'extrême droite. Qu'est-ce que vous leur répondez avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Ça fout tellement de somme d'imaginer qu'il existe des gens avec leur poste de chercheur pépouze pour raconter du caca comme ça. Oui. Et en plus, elle va justifier ses positions en mode mais je suis chercheuse au CNRS en fait. Hein. J'ai fait un travail. Hein. Moi, disons que je suis financée d'abord par le CNRS. Hein. Je suis fonctionnaire du CNRS et j'ai monté une association, le CERIF. Voilà où vont nos impôts. Nicolas, c'est Nicolas. C'est Mouloud qui paye. Hein. Moi, je vais monter ça aussi. Pourquoi il y aurait que eux qui ont le droit? Moi aussi, je peux dire, mes impôts servent à financer ça? Moi, je suis pas d'accord. J'ai aussi bien des soutiens à gauche qu'à droite. Alors, ces soutiens à gauche, ça doit être le PS. Hein. Ça doit être, je sais pas, Julien Drey. Voilà, je pense que le plus gros soutien à gauche qu'elle aurait, c'est la gauche de Julien Drey. Mais là, elle n'est pas en train de dire non. Hein. Là, ça veut dire que oui, tu as des soutiens d'extrême droite. Oui, tu es financé par l'extrême droite. J'ai reçu le prix du CLR, par exemple, Comité Laïcité République, à la mairie de Paris. Donc par le Grand Orient de France et toute cette nébuleuse-là. Oh là 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 là. Mais c'est limite Poutou qui t'a décerné un prix. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Elle a dit le Grand Orient de France et la mairie de Paris. Non mais je rappelle, la mairie de Paris n'a jamais mis de drapeau palestinien et a tout de suite mis le drapeau israélien. Non mais c'est le PS. Le PS lui a décerné un prix. Donc pas vraiment les cathos de droite comme Stérin, qu'on m'accuse souvent. Le CERIF serait financé par Stérin. Beaucoup de groupes en fait ont donné. Mais elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit qu'il n'a pas financé. Elle dit. Ouais, on dit que Stérin a donné de l'argent. Beaucoup de groupes ont donné de l'argent, dont Stérin. Oui, peut-être. Beaucoup de groupes en fait ont donné. Absolument sans contrepartie. Mais ça fait partie du jeu, il faut faire taire Bergeau-Blaclair. Oui, mais oui, donc tu es financé par ce terrain. Voilà, tu n'as pas répondu clairement à la question. Hein. Tu essaies de noyer le poisson en plus très mal. Tu as, voilà.
tu es financé par ce terrain. Et les francs-maçons. C'est très facile, vous accusez quelqu'un d'extrême droite, d'être raciste, d'être islamophobe, etc. etc. J'ai toujours connu ça. Dit-elle, celle qui accuse tout le monde d'être islamiste, frères musulmans, salafiste, voilà. Des plaintes contre vous? Oui, j'en ai quelques-unes. Qui vous attaquait? Des collègues, la plupart du temps ce sont des collègues, qui font jouer le fait qu'ils sont des fonctionnaires et donc ils font jouer la protection fonctionnelle. Et donc à un fonctionnaire, il ne faut rien dire. Si je dis que quelqu'un a joué le jeu des frères musulmans pendant des années, eh bien voilà, cette personne-là est susceptible. Celle qui a pleuré là il y a quelques secondes qu'on dise qu'elle a joué le jeu de l'extrême droite. Voilà. Elle trouve que c'est injuste comme critique, mais elle peut dire qu'ils ont joué le jeu des frères musulmans. Or, moi comme je dis toujours, les frères musulmans, c'est pas interdit. C'est pas interdit en France. Et... Bah, comme l'extrême droite, hein. Ouais, tu fais le jeu de l'extrême droite, ouais, c'est pas interdit. Hein. Et ce n'est pas un groupe, en tout cas dans son expression ici en Europe, ce n'est pas un groupe violent. Et moi, je ne considère pas qu'il faut les interdire, par exemple. Ça serait interdire une idéologie, pour moi, c'est pas pensable. Je suis plutôt libéral de ce point de vue-là. Donc quand je dis faire le jeu des musulmans, ça veut pas, frères musulmans, ça veut pas dire... Son avocat était membre de Livre Noir. Ah bon? C'est quoi le nom de l'avocat? Vous avez fait des recherches sur son avocat, c'est ça? Entre 2023 et 2024, Thibaut de Montbruyal est membre du comité stratégique du média Livre Noir. Ouais, on se demande oui, pourquoi les gens te qualifient d'extrême droite. Alors certes, tu es financé par Sterrin et ton avocat était membre de Livre Noir. Mais je sais pas, c'est bizarre. Donc quand je dis faire le jeu des musulmans, frères musulmans, ça veut pas dire être frère musulman, ça veut dire fabriquer un discours scientifique, je mets bien des guillemets, qui va finalement les aider à prospérer. Et d'ailleurs, les frères musulmans arrivent toujours dans les sociétés par les universités. C'est toujours sur les campus qu'ils se développent. Donc là, ça veut dire que les frères musulmans, ils sont arrivés par les universités et après, ils sont descendus dans les quartiers. C'est quoi? Et c'est, par exemple, qui est le chercheur? Je veux dire, là, elle est en train de dire les frères musulmans par les universités, mais qui? C'est quoi comme exemple? Il y a qui? Parce que là, tu parles des gens qui feraient le jeu des frères musulmans. Donc, qui ne sont pas frères musulmans. Donc, qui sont les frères musulmans des universités, en fait? Il y a qui comme chercheur qui est frère musulman? Le conseil du culte musulman aussi, vous avez traité de complotiste, de diffamant. Bah, ça, c'est autre chose. Toi. Le conseil français du culte musulman est plutôt proche de l'Algérie, mais pas seulement. C'est vrai qu'il y a aussi il y a d'autres, mais c'est un peu une mafia. On ne peut pas dire que c'est une mafia. Si, on peut le dire. Non, mais non. Enfin, moi, je le dis. Ça vous engage que ça ne m'engage que moi, voilà. mais vu les comportements qu'ils ont et ce qu'ils disent de moi, cette association, parce que bon, le Conseil français du culte musulman, ça n'est qu'une association. La DZ Mafia, en fait. Chercheuse, hein. Chercheuse au CNRS. Ça parle comme si elle était dans un bar, là, au comptoir, là. C'est ridicule. Même lui, il ne suit plus. Non, mais c'est une folie. Ce n'est rien d'officiel. Donc, c'est pas une mafia. Alors, c'est un comportement mafieux. Oui, vous pourrez l'enlever si vous voulez. Elle sait qu'elle a dit une connerie. Aïe, aïe, aïe. Mafia 15 frites, pas mal, Hugo, pas mal. On est en direct, je vous l'ai dit 3 fois. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Mais qu'est-ce qu'elle est bête. Mais l'extrême droite, pour être financé et pour être lu par l'extrême droite, tu peux être le plus gros idiot de la Terre. Ils s'en foutent tant que tu dis c'est les frères musulmans, c'est les arabes et c'est les trans. C'est une folie. Comment ils sont cons, ces gens. C'est dingue. Ouais. Revenons aux frères musulmans. Comment vous pouvez décrire ce mouvement à un béotien, celui qui découvre le sujet aujourd'hui? Alors, les frères musulmans, à l'origine, c'est une confrérie donc créée par un personnage qui s'appelle Hassan el-Banna en 1928 au Caire, en Égypte, à l'époque, donc sous domination coloniale. 4 ans après ce qu'on appelle la chute du califat, l'abolition du califat ottoman. Oui, non, mais oui, on connaît la naissance des frères musulmans en Égypte. D'ailleurs, il faut faire le lien avec la colonisation. Ok, on connaît, mais là, on parle de la France, là, 2025. Voilà. Les frères musulmans, Hassan el-Banna en particulier, lancent un mouvement pour essayer de remettre en selle ce califat, mais sur des bases nouvelles. Et ces bases nouvelles, c'est l'autocritique du monde musulman. C'est-à-dire, finalement, si on en est arrivé à nous effondrer, sous la pression coloniale, c'est aussi parce qu'on n'avait pas la force en nous de nous défendre. Ce qui n'est pas totalement faux. Hein. C'est pour ça que ce qui est très intéressant dans les mouvements islamistes et ce que ignorent totalement beaucoup de chercheurs racistes, c'est le poids de la colonisation dans l'émergence de ces mouvements islamistes. C'est totalement ignoré. Ils mettent ça totalement de côté. Tu vois. C'est parce que nous avons oublié les pieux anciens, les salafs. C'est d'où vient le terme salafiste. Les salafs. Oui, sauf que les frères musulmans salafs, c'est pas la même chose. Mais bon, bref. Du XIIIe siècle. Du 7e siècle. Pourquoi du 13e, lui? Je comprends pas. C'est-à-dire ce sont les compagnons du prophète. Donc ceux qui ont été témoins des tout débuts de l'islam. Donc ce que disent les réformistes de l'époque, c'est qu'ils n'ont pas été fidèles au prophète et à ses compagnons, et donc à l'islam véritable. Hein, c'est ce qu'ils appellent l'islam véritable, c'est l'islam des origines. Choristes.
il est forcément rigoriste. Il est fondamentaliste en tout cas. Il est radical. Donc Mais moi, je pense vraiment je pense sincèrement qu'elle n'a pas encore fait la différence entre plusieurs mouvements, entre les salafs, entre les frères musulmans, entre le wahhabisme. Vraiment, je pense qu'en fait, elle est même nulle sur ça, quoi. Elle n'a pas encore fait son enquête, oui. Elle a mis 30 ans à démarrer et là, promis, demain, elle va aller dans les mosquées de ses quartiers. Juste, elle a mis 30 ans pour découvrir qu'il y avait des mosquées dans son quartier et demain, elle va y aller. Hassan el-Banna va d'abord créer donc cette confrérie, qui est une espèce de milice, de confrérie, qui va mettre les bases en place, les bases idéologiques, les bases militaires aussi, pour recréer à terme ce califat, avec l'objectif bien sûr de le recréer en Égypte, mais aussi dans le monde musulman, et peut-être encore plus largement dans le monde. Gros projet quand même. Vraiment, je veux dire, imaginons même, ça c'est aussi un truc, les gens, il faut être un peu... faut raison garder, toi, les fachos, j'ai envie de dire. Imaginons même qu'une organisation avait comme objectif d'instaurer le califat mondial. Je pense que ça va, quoi. Faut pas s'inquiéter sur ça. Il me semble qu'il y a très peu de chances que ça existe. Déjà qu'ils fassent un califat en Irak. Tu vois, non, mais calmez-vous, quoi. Ça... Là, c'est plutôt la Chine qui va instaurer son califat. Voilà. Mais je veux dire, il y a vraiment des gens paniqués par ça. Ah, califat mondial. Alors ça, c'est le début. Les frères musulmans en Égypte, c'est le début. Ensuite, ils vont se développer un petit peu, d'abord en Égypte, ensuite dans le monde musulman, partir à droite et à gauche. Ils vont subir d'intenses répressions, notamment avec Nasser dans les années 1950-60. À ce moment-là, ils vont se déployer en dehors du monde musulman et en particulier sur les campus américains et européens. C'est pour ça que je disais que les islamistes, dont, si vous voulez, la matrice intellectuelle de l'islamisme, c'est les frères musulmans, arrivent toujours par les campus, par les universités. Alors ça arrive comment? C'est-à-dire qu'ils envoient les meilleurs des meilleurs étudier? Non, en fait, ça se passe, ce sont des réfugiés, des étudiants qui arrivent sur les campus de plusieurs pays et qui se retrouvent là, en Europe, aux États-Unis, et qui réfléchissent à la façon dont ils vont reprendre le pouvoir dans les pays musulmans, dont ils ont été chassés. Et donc, je comprends pas je comprends pas le problème pour l'instant, parce que c'est pas seulement dans les pays musulmans. Il y en a plein de réfugiés politiques qui ont pour vocation et comme volonté de revenir dans leur pays et lutter pour l'indépendance, lutter contre le gouvernement en place. C'est pas que les réfugiés musulmans, je comprends pas. Oui, je vois pas le truc là. Mais ça, elle a des données sur ça, il y a des enquêtes sur ça, je sais pas, il y a des trucs, elle peut citer un livre, ce serait intéressant, quoi. Moi, je veux bien... parce que là, on doit la croire sur parole, mais qu'est-ce qu'elle a lu sur ça? Plutôt les disciplines. Ils sont financés comment? Oui, parce qu'en plus, c'est quoi? En fait, elle parle de réfugiés. C'est quoi? C'est des gens qui étaient frères musulmans et qui sont réfugiés dans ces pays, ou voilà, est-ce qu'ils font partie d'une organisation? Est-ce qu'ils ont été payés pour aller dans ces pays? Comment ça se passe? Bonne question. J'imagine, alors je ne le sais pas, c'est quelque chose mais s'ils font des études, c'est qu'ils sont probablement quand même issus de classes moyennes, donc qui ont les moyens de les envoyer. Mais au départ, voilà, c'est plutôt des individus qui se retrouvent en exil et qui essayent de fabriquer un plan pour pouvoir retourner dans les pays d'origine. Alors à un moment donné, donc c'est les années 60-70, ils se disent on va retourner. Donc certains, comme Saïd Qutb, qui est un personnage connu chez les frères musulmans, un radical, lui ne peut pas supporter de vivre en Occident. Il fait un court séjour aux États-Unis et il dit non, moi, dans un pays de mécréants, un musulman ne peut pas vivre. D'ailleurs, le Coran, la Sunna, les textes religieux l'interdisent. Donc il retourne en Égypte, il sera emprisonné et pendu. Qutb, c'est intéressant comme personne parce qu'il faut voir aussi alors, ce n'est pas du tout mon idéologie, mais le poids aussi de la répression. Comment la répression, parce qu'il n'a pas juste passé 2 ans en prison, hein. Il a quand même morflé sévère en prison, et ce qui a fait qu'il s'est encore plus radicalisé en prison. Parce que là, tu l'écoutes, c'est aux États-Unis, déjà, mais la prison, ça l'a encore plus radicalisé, notamment dans l'encouragement des actions violentes et tout. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment la répression, notamment en Égypte, dans les pays arabes, avec des régimes qui n'étaient pas totalement démocratiques, parce qu'il y a ça aussi qui me fascine, quoi. De ne pas voir que, ok, ils ont été réprimés par les pays arabes, mais parce que aussi c'était pas des démocraties, quoi. Et comment ça a participé à la radicalisation. D'autres auront plus de succès, notamment les Iraniens. Ils retournent en Iran et ils feront la révolution. On voit que l'ayatollah Khomeini est venu de France avec ses disciples pour prendre le pouvoir après en Iran. Oui, mais qu'est-ce qui se passait en Iran? Voilà. Toi, ça c'est un truc, c'est intéressant de faire l'histoire de l'Iran. Pourquoi ils sont venus d'Iran? Parce que, je rappelle, l'Iran, il y avait quelqu'un comme Mossadegh qui était un laïc, pourtant qui était laïc, qui n'était pas du tout islamiste, et qui était plutôt socialiste, un dirigeant socialiste qui était à la tête de l'Iran. Ça avait chassé le Shah d'Iran et tout, ça dégage. Et en fait, Mossadegh a eu une mauvaise idée. Il a voulu nationaliser le pétrole pour que l'argent puisse venir aux Iraniens. Sauf que voilà, il y avait l'industrie, il y avait des entreprises anglaises et américaines. Donc ils l'ont mal vécu. Donc ça a dégagé Mossadegh et le
Le chat est revenu et bah après, bah voilà quoi. Je veux dire, tu sais, je suis fasciné de ne pas voir auquel les islamistes ont aussi grandi par rapport à ça. Par rapport au fait qu'une révolution socialiste, laïque aurait pu advenir, sauf que les Ricains, ils ont dit non. C'est à nous le pétrole. Ça oublie toujours une partie de l'histoire. Et d'autres vont décider de rester. Il y a un personnage qui est très important, qui s'appelle Ketani, et qui va travailler pour la Ligue islamique mondiale, donc les Saoudiens. Donc il va être financé par les Saoudiens pour faire une grande enquête sur la façon dont on va pouvoir, puisqu'il est difficile de retourner dans les pays musulmans où on peut être emprisonné et pendu, on va pouvoir donc faire venir l'islam. Puisqu'on ne peut pas retourner à l'islam, on va faire venir l'islam en Europe. Oh là là. Allons-y, allons-y. Non, mais allons-y. Le projet de faire venir... Parce qu'il n'y avait pas d'islam avant ça, tu vois. Il n'y avait pas de musulmans qui vivaient dans ces pays. Qu'est-ce que ça veut dire faire venir l'islam en Europe? C'est quoi? Faire venir plus de musulmans? Faire en sorte que ce soit des pays musulmans? Non, mais... Le fameux grand complot saoudien pour islamiser l'Europe. Oui, oui. Et l'idée, c'est de réislamiser avec l'authentique islam. Vous vous souvenez que pour eux, ils sont porteurs d'un authentique islam. Eh bien, on va réislamiser ces populations. Donc, réislamiser les populations, quelles sont les populations qui sont en Europe? Ce sont les immigrés, ce sont les enfants qui commencent à peine, c'est surtout des populations de travailleurs, des populations qui ne sont pas très, très éduquées à l'époque. Et donc, ces immigrés sont... au départ assez rétifs en fait, aux enseignements des frères musulmans. D'abord, ils les trouvent trop stricts. Mais c'est quoi les enseignements des frères musulmans? Je comprends pas. C'est quoi la différence? Par exemple, c'est quoi la différence entre l'enseignement d'un frère musulman et l'enseignement d'un wahhabite pour elle? J'aimerais bien qu'elle nous explique. Parce qu'en plus, je rappelle que les gens en France, ceux qu'on pourrait le plus rapprocher des frères musulmans en France, parmi les imams et tout, c'est loin des clichés qu'elle dit. Hein. C'est même plutôt une côté adapte-toi aussi dans le pays dans lequel tu es. C'est ceux qui ont le plus la tendance à dire mais t'es en France, tu peux être musulman et français. Voilà, il y a beaucoup plus ça que chez certains salafs. Donc je vois pas ce qu'elle veut dire là. Tarek Obrou par exemple, un FM déclaré qui est contre l'obligation du voile. Oui, non mais il y en a plein des. Tu sais, Iqiyoussen aussi, tu pourrais le soupçonner d'être une sorte de frère musulman et regardez les propos d'Iqiyoussen. Par contre, ces Irwan vont avoir beaucoup plus de succès auprès des enfants de l'immigration. Oui, c'est des libéraux, oui. Ces enfants-là qui vont être la cible des frères et de façon tout à fait méthodique. Pourquoi ils ont un tel succès auprès des jeunes? Pourquoi? Parce que c'est un futur plus joyeux? Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses. D'abord, les enfants de l'immigration, c'est les années 80. Vous voyez le regroupement familial, le moment où les femmes arrivent, c'est les années 70. Avant, c'est plutôt, il y a quelques familles et surtout beaucoup de travailleurs masculins qui font la noria, c'est-à-dire les allers-retours entre le pays et la France et l'Europe. Donc on est à peu près aux années 80. Les années 80, je vous ai parlé tout à l'heure des années Mitterrand, où on va fabriquer en fait un pote et en même temps le rendre un peu, tout en voulant l'intégrer, on l'inassimile. Ça, c'est toujours le truc des fachos, c'est que avant l'apparition des organisations racistes, en fait, il n'y avait pas de racisme. Et c'est à cause des organisations racistes qui sont nées, on ne sait pas pourquoi, enfin des organisations antiracistes qui sont nées, on ne sait pas pourquoi, que le racisme est apparu. C'est tu les écoutes avant les années 80, il n'y avait pas. Non, les Arabes étaient totalement intégrés. Aucune agression, pas d'Arabes dans la scène, pas de ratonnade, non. Non, il y avait une intégration totale. Tout en voulant l'intégrer, on l'inassimile d'une certaine manière. On lui dit qu'il est un pote. Donc s'il est un pote, c'est qu'il n'est pas comme tout le monde. Pourquoi? Comment ça? Comment ça, si tu dis à quelqu'un que c'est son pote, c'est qu'il n'est pas comme tout le monde? Ouais, mon pote. Qu'est-ce que tu racontes? Si on dit que c'est mon pote, ça veut dire qu'il n'est pas comme tout le monde. Qu'est-ce que touche pas? Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Je suis pas ton pote, mon gars. Il y a un rapport à l'islam qui est déjà un peu compliqué, dans la mesure où les prédicateurs, et notamment les prédicateurs fréristes, ont commencé à essayer de les ramener à la mosquée. Et ça leur plaît. En tout cas, les parents envoient leurs enfants à la mosquée, même si eux ne sont pas toujours d'accord avec les Irwan, c'est-à-dire les barbus, et les salafistes, qui commencent aussi à venir. Ils sont moins nombreux, les frères sont arrivés avant. Ils veulent quand même que l'islam soit transmis à leurs enfants. Mais ça, c'est super bizarre, parce que là, tu es en train de nous dire que les anciennes générations ne voulaient pas de cet islam, mais ils le veulent pour leurs enfants. C'est bizarre ton explication. T'as des enquêtes, t'as des entretiens qualitatifs pour le prouver, c'est quoi? Non, mais il veut dire, t'as fait des entretiens avec eux, ils t'ont dit eux-mêmes, ah nous on n'aime pas trop, mais pour les gosses, oui. Ça a pas de sens ce qu'elle dit, c'est complètement débile. Source Evian, mais oui. Et en plus, c'est pas méga chelou. Les religieux qui veulent convaincre les gens de croire à leur religion, c'est trop chelou. Les musulmans, vous êtes trop bizarres. Et les barbus, c'est tellement un terme de ouf qu'il y a une chercheuse comme ça au CNRS qui disent les barbus. Les barbus. Mais c'est une folie que ce thème soit... On peut facilement dire les barbus.
Tu parles pas d'imam, tu parles pas de religieux, tu parles pas, non, des barbus. C'est une dinguerie. Et donc, même s'il faut les envoyer vers ces fondamentalistes barbus, eh bien, voilà, on le fera. Il faut être conforme à l'islam. Donc, cette période-là, c'est une période où les enfants vont être petit à petit rendus captifs de la population, des fondamentalistes et des frères qui prennent en main véritablement les écoles coraniques et les instituts de formation d'imams. D'ailleurs, sur un mode, on va créer un islam français. Donc, en gros, il y a eu des frères musulmans qui ont été opprimés en Égypte. Ils sont partis aux États-Unis dans les universités avec le projet de reconquérir les Égyptes. À côté de ça, il y a un Saoud qui a fait un plan pour islamiser l'Europe. Là-bas, ils ont envoyé les barbus qui ont fait en sorte qu'ils renouent avec l'islam salaf, des pieux prédécesseurs. Et en même temps, ils ont fait un islam de France. On a tout compris pour l'instant, ça roule. Non, mais j'accepte. Il y a les Tunisiens, mais enfin surtout les Marocains et les Algériens en France. Et puis, il y a les frères qui veulent être autonomes de ces consulats, de ce qu'on appelait l'islam des ambassades. Donc les frères n'ont pas de lien, ils sont ni algériens ni marocains. Les frères de Fréristan, oui, non, ils arrivent comme ça d'un coup. Ils pop dans le pays. Et qui vont prendre aussi ce qu'on appelait à l'époque l'islam des caves. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des mosquées, c'est des salles de prière. Donc ils vont arriver, essayer de prendre le pouvoir de cet islam des caves. L'islam des caves, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'islam des caves? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il y a un groupe qui s'appelle l'islam des caves. C'est juste que dans plein de villes, il n'y avait pas de mosquée et donc on allait dans les trucs, dans des petits bâtiments, dans des caves et tout, mais il n'y a pas un réseau de l'islam des caves. Ça veut dire quoi l'islam des caves? Ils avaient la même idéologie, ceux qui allaient dans les mosquées des caves. Qu'est-ce que c'est ce délire? L'islam des ambassades, l'islam des caves, je comprends rien. Et là, on arrive à peu près à la période de Ramadan, c'est-à-dire des années 90. Et... Ah d'accord, lui, Ramadan, ok. Tariq Ramadan, allez c'est parti. Allez c'est parti pour le... Je veux dire, en plus, moi il y a toujours à chaque fois, je veux dire, si les frères musulmans c'est Tariq Ramadan, et exception faite de ces histoires-là de violences sexistes et sexuelles, du point de vue religieux, ça vous effraie Tariq Ramadan? Je comprends pas. Mais moi je serais en mode... Mais moi je serais un Français non musulman, et plutôt en mode, ah ce serait bien que les Français, les musulmans aient des valeurs occidentales, je verrais Tariq Ramadan, je serais content. Si vraiment c'est ça le danger de Tariq Ramadan, c'est les frères, vous avez écouté Tariq Ramadan? L'islamophobie est tellement folle qu'on a fait de Tariq Ramadan, du point de vue religieux, un problème. Non? Tariq Ramadan, qui lui, est plutôt spécialisé dans... Parce qu'en fait, les frères ont un problème avec les femmes, surtout. Et puis les jeunes sont quand même difficiles à convaincre. Ils vont à l'école française. Et... Attendez, est-ce que je préchote? Parce que là, ils disent que les frères musulmans ont un problème avec les femmes. Notamment pour les séduire, je pense. J'espère qu'elle va pas sortir le truc. Tariq Ramadan, ils ont sorti un beau gosse qui parle bien pour séduire les meufs. Attendez. Oui, je pense que ça va être ça, j'espère pas. On connaît quelqu'un qui a bossé sur le sujet. Ah oui, de ouf. Ils n'ont pas le même logiciel. Ils ont en plus un héritage musulman qui est différent de l'islam que leur apportent les frères. Donc les jeunes sont un peu difficiles à convaincre, les jeunes garçons, et aussi les jeunes filles, et surtout les jeunes filles, parce qu'il y a cette question du voile. Dès qu'elles ont 12-13 ans, les filles ne peuvent pas sortir. Non mais faut arrêter de vivre dans un monde à part, là. Faut arrêter de vivre dans votre Netflix, là. C'est bon. C'est ce truc-là dans les quartiers, dans les années 90, une femme de 12-13 ans ne pouvait pas sortir sans le voile, faut arrêter, là. Surtout que t'arrêtes pas de nous dire que non, les parents n'avaient pas cette vision-là. Donc il y a un moment donné, il faut nous dire, faut être clair, quoi. Ça montre très mal parce que les filles de leur classe ont cette possibilité-là et elles seront battues par leur père ou leur frère. Oh là là, le discours raciste. Oh là là. Oh putain. D'ailleurs, c'est que chez les musulmanes, hein, que chez les musulmans que les frères et les pères surveillent les sorties de leurs filles ou de leurs sœurs. C'est spécifique aux musulmans, ça. Et c'est là que Tariq Ramadan arrive et leur dit, mais vous pouvez sortir, mais vous devez mettre le voile. Mais vous ne faites pas. Oui. Il dit ça. Alors, il dit pas ça comme ça. Il l'a pas dit, mais il l'a dit. Ok, il a pas dit ça, mais quand même, si tu fais beaucoup d'efforts, tu comprends qu'il aurait pu et il l'a pensé tellement fort qu'il l'a dit. Non mais c'est dingue, non mais c'est quoi? Mais c'est chercheuse au CNRS. Je sais pas combien de fois il faudra le répéter que cette meuf est fonctionnaire au CNRS.
C'est nos impôts. Il dit le voile est une obligation. Ça, vous pouvez le retrouver partout. Il arrive. Mais ça, je vais répondre 2 secondes sur ça parce que ça me saoule. Parce que moi aussi, j'ai dit dans le consensus actuel, le voile est une obligation. Mais le voile est une obligation pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le voile pour la majorité des imams, la majorité des savants est une obligation. Une obligation si tu veux être un musulman dans le dîn, si tu veux être sur la voie, si tu veux être parfait et tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation, tu dois obliger les gens à le faire. C'est toi, si tu veux être parfait, si tu veux vraiment être sur la voie de Dieu et te dire de faire les choses parfaitement, pour la majorité des savants, tu dois mettre le voile. Mais prenons un autre exemple pour que les gens comprennent. La prière, c'est obligatoire. Les 5 prières par jour, c'est obligatoire. Obligatoire, encore plus obligatoire que le voile. Regardez le nombre de musulmans qui ne font pas les 5 prières par jour. Et les musulmans sont pas là, les autres musulmans sont pas là à surveiller pour que tu fasses les 5 prières par jour. C'est juste, tu n'es pas dans le dîn, tu n'es pas dans la voie parfaite pour plaire exactement comme il faudrait le faire à Dieu. C'est tout. Après, c'est ok, et c'est ok, c'est ok. Non, mais il y a une liberté. Je veux dire, il y a une liberté. Mais tu sais, c'est comme par exemple être sportif. Pour être sportif, c'est obligatoire, tu dois faire ça. Mais après, tu peux ne pas le faire. Si tu veux être le meilleur sportif du monde, tu dois faire ces 5 exercices par jour. Mais tu peux ne pas le faire, tu te débrouilles. Et c'est ok. Donc, il faut aussi revenir sur qu'est-ce que ça veut dire obligatoire. Ça veut dire obligatoire dans le sens religieux, si tu veux vraiment plaire à Dieu. Oui. Par contre, obligatoire où les gens doivent t'obliger à le faire, non. Et d'ailleurs, les imams, je veux dire, les imams vont pas obliger les gens, là, dans la rue à porter le voile, non. C'est juste, écoute, voilà. Ça, c'est obligatoire aussi. Ah, et un autre exemple. Ouais, c'est obligatoire d'être vierge avant le mariage. Hein. Ouais. Vous comprenez maintenant. Je veux dire, ouais, c'est obligatoire d'être vierge avant le mariage. Il y en a beaucoup là. Hein. Qui Ce n'est pas le voile que vous impose votre père ou votre frère. C'est le voile que vous impose Dieu. Et ça change tout. Donc, c'est vous qui choisissez de vous soumettre à Dieu. Le mot, c'est soumission. Oui, non, mais ça, tous les religieux se soumettent à Dieu, oui, effectivement. Je veux dire, c'est pas dans l'islam, je veux dire, dans le judaïsme, dans le christianisme, oui, tu te soumets à Dieu, oui, je veux dire, c'est. Mais en plus, pour nous, c'est pas. Je veux dire, en fait, il faut aussi se rendre compte, les gens, eux, ils sont en mode, tu te soumets à Dieu? Mais non, mais attendez, c'est pas comme si je me soumettais à Jacques. On parle de Dieu, quoi. L'entité qui a tout créé. Tu sais, vraiment, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est vraiment, tu te soumets à Dieu. Oh, t'es un peu soumis, toi. Oui, mais dans notre conception, c'est celui qui a tout créé. Je sais pas, vous êtes con ou quoi? Je comprends pas le truc. Tu te soumets aux lois de la République. Pourquoi t'ouvres ta gueule, fils de pute? Il y a un contrôle policier, t'ouvres la porte, tu présentes tes papiers. Arrête de me casser les couilles. C'est une folie, ça. Je comprends pas comment ils comprennent pas. Oh, bravo. Moi non. Vous avez lu le Coran? Je l'ai lu en français, parce que j'ai appris l'arabe, mais je ne le connais pas suffisamment Vous avez appris pour quel le arabe? lire. L'arabe classique. J'ai été en Syrie pour apprendre l'arabe. Le tamam? Comment? Kul le tamam? Je mange? Non, je commence à voir. Ah, d'accord. Les gens, ça va être dur. Hein, oui, je cringe déjà. Je la hais, hein. Je la hais, mais du plus profond de mon être, je la hais, mais j'ai trop du mal à la voir en difficulté. Attendez, on refait. Je mange? Non, je commence à voir. Ah, d'accord, pardon. Vous l'avez appris où, vous? Du côté de l'Égypte. Ok. Bon, enfin. Donc, je l'ai appris, et ça fait bien longtemps. Comment on dit comment ça va? Aïe. En plus, attendez, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle répond à la question de comment ça va, parce qu'on n'est même pas en mode. Dites que vous êtes chercheuse au CNRS et que vous travaillez sur la philosophie islamique. Là, c'est comment ça va? How are you? How are you? Comment stai? Attendez. Ça me fait des frissons. Attendez, c'est parti. Jimzienne, y a pas de problème. Diane. Ah putain, elle a pas répondu à ça. Mais c'est une folie, j'avais pas vu. Mais en fait, je savais pas qu'elle avait dit qu'elle parlait arabe juste avant. Mais moi j'ai jamais dit. Mais les gens, toi tu sais dire oui, non, je ne sais pas parler arabe. Moi tu me demandes, tu sais parler arabe, Wissam? Non. Voilà, simple. Ouais. Il y a une autre question en arabe. alors Voilà, Ah là, c'est gênant, le silence qu'il laisse, le blanc qu'il laisse. Mais cher, je suis gêné de ouf, mais cher, t'es une escroc. J'ai appris l'arabe classique, donc par exemple, si vous me donnez quelque chose à lire, ça, je peux le déchiffrer. Je peux le lire, je sais pas ce que ça veut dire, mais je peux vous le lire. Et si à moi t'es fasciste, je sais pas ce que ça veut dire,
Mais j'ai réussi à lire ce qui est écrit. Ça sert à quoi de le déchiffrer? Oui, elle a cru qu'elle parlait des hiéroglyphes, la meuf. Non, mais... Pour pouvoir comprendre l'arabe, pour pouvoir le parler, etc., il fallait d'abord l'écouter pour pouvoir mettre les signes diacritiques sur les lettres. Et que, donc il fallait, pour l'apprendre, avoir la culture de l'arabe. Mais tu n'as aucun des deux. Tu ne connais pas l'arabe et tu ne connais pas la culture arabe. Qu'est-ce que Elle essaye de nous faire de l'esbrouf, là. Genre, elle essaye de se rattraper. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Donc j'ai laissé tomber. Attends, là, elle a dit qu'elle a appris l'arabe et qu'elle a laissé tomber. Oui, je crois que tu as laissé tomber très vite. Hein. Elle a fait 3 cours LV1 et elle a arrêté. Une fois que j'ai compris que pour comprendre l'arabe, il faut avoir un peu de référence culturelle, j'ai dit non. Alors certes, ça aurait pu m'aider pour mon travail de chercheur sur le monde arabe, de connaître la culture arabe, mais j'ai dit non, là, c'est trop, là. Donc j'ai lu la traduction française. Eh, on va pas se faire chier quand même. C'est une folie, hein. Même son explication, elle est dingue quand tu connais son travail. Pour mon travail d'anthropologue. Il fallait travailler, je l'ai pas fait. C'est une folie, c'est dingue. Il fallait connaître la culture arabe, donc j'ai dit non. Moi, je suis honnête, quand je lis le Coran, je lis des éléments qu'on peut comprendre, parce que ce sont des mots qu'on peut comprendre, des mots traduits. Et dans son ensemble, je ne le comprends pas. Et tous ceux qui me disent oui, j'ai lu le Coran et d'ailleurs c'est très intéressant, j'ai trouvé que c'était violent, ah non, j'ai trouvé que c'est pas du tout violent. C'est pas la question. C'est vraiment le Coran, il faut avoir la musique en arabe, ça se psalmodie, c'est toute une ambiance. Ça, je suis d'accord avec elle, ça se psalmodie et les intonations donnent des réceptions différentes du texte, mais quand même le texte se comprend. Mais par contre, le problème, c'est que pour comprendre le texte, et je l'ai toujours dit, pour comprendre le Coran, il ne faut pas se limiter au Coran. Déjà parce que le Coran fait référence à des histoires qui sont juste résumées dans le Coran, et donc il faut lire la Bible, il faut lire la Torah, mais moi je ne l'ai pas fait, hein, où tu peux aller lire des gens qui ont lu la Bible, la Torah, et qui retracent, qui reparcourent, enfin qui recontextualisent tel verset avec telle histoire, qui te raconte toute l'histoire et tout. Donc allez lire aussi des vulgarisations. Le Coran en lui-même, vous n'allez rien comprendre. Plein de parties, vous n'allez rien comprendre si vous n'avez pas les références religieuses. C'est tout un univers, le Coran. Et moi, je ne rentre pas dedans parce que je n'ai pas choisi d'être musulmane. Les traditionalistes rigoristes frères musulmans s'intéressent aux enfants. Elle est trop chelou cette phrase. Ça fait tellement pédophile. Au service de renseignement, ils s'intéressent un peu à ceux qui s'intéressent aux enfants. Je pense qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé début des années 90 à la mosquée El Houda de Bordeaux, dans mon quartier, les renseignements m'avaient convoqué, je me souviens, au bout d'un an. Vous étiez inscrite pour apprendre l'arabe? Non. Il se fout de sa gueule, on est d'accord. Donc je n'étais pas là pour prendre des cours d'arabe, j'étais là pour faire des enquêtes. En tant qu'anthropologue, vous savez comment on travaille, nous travaillons en immersion en fait. Ce qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire qu'on observe parce qu'on vous amène à participer. À ce moment-là, donc, je rentre dans la mosquée par l'entrée des femmes, c'est ma première découverte. Attends, c'est quoi la découverte qu'il y avait une entrée pour les femmes, c'est ça? Mais elle est partie d'où? Attends, elle connaissait quoi sur le sujet avant? Je pense que tout le monde sait qu'il y a une entrée pour les femmes et une entrée pour les hommes dans 90% des mosquées, quoi. Putain, wow, il y a une entrée pour les femmes? Ah ouais? Il faut mettre le voile pour entrer dans la mosquée? Ah ouais? Et vous allez prier dedans? Wow, combien? 5 fois par jour? Wow, j'ai tellement de choses à apprendre sur ce sujet. Les gâteaux, les rigolades, les cours de religion aussi, les halakhat. Et j'apprends à l'époque ce qu'on me dit d'apprendre. Mon objectif, c'est pas d'apprendre. Mon objectif, c'est d'observer comment elles apprennent et ce qu'elles vont en faire et ce qu'elles en retiennent. Donc, j'apprends pas grand-chose. En tout cas, je ne partage pas cet univers que j'observe et que je tente de décrire. Quand on part, par exemple, en bus à Paris au congrès de l'UOIF, parce qu'il existait déjà à l'époque, c'est pour moi une découverte extraordinaire. C'est un milieu dont on m'avait jamais parlé, dont on ne parlait jamais à l'université parce qu'on en ignorait totalement l'existence. Il y avait le livre de Gilles Kepel à l'époque qui s'appelait Les banlieues de l'islam, qui témoignait de l'existence des frères musulmans et des islamistes en France, mais il n'y avait rien qui donnait une idée de ce que ça pouvait être de vivre à l'intérieur de ce système-là. Mais on dirait une conte-société, on dirait, mais je comprends pas, c'est juste, t'as vécu où toute ta vie? Toi, je pense qu'il y a plein de Français qui vivent dans les quartiers, qui vivent proches et qui, sans être musulmans, savent qu'il y avait des musulmans qui s'organisaient, qui allaient à des conférences, Je comprends pas. Oui, le salon annuel du Bourget, mais t'étais où pendant vos 30 ans? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'était caché en plus. Rendez-vous en terre inconnue. Oui, c'est exactement ça. Genre, elle est allée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était à côté en fait. C'est pas caché. On avait vraiment l'impression, pour faire une analogie, de rentrer dans une secte. Une secte immense, avec des centaines de milliers de personnes.
puisque c'était, je ne sais pas si ça avait 100 000, mais peut-être, mais plusieurs dizaines de milliers. Je pense que parfois, au congrès du Bourget, organisé par l'UOIF, on arrivait parfois à une centaine de milliers de personnes, quoi. C'était incroyable. Et il y avait zéro média, il y avait zéro enquête, zéro étude sur ce sujet. Il y avait certainement les renseignements. Alors, dans les années 90, il y avait déjà des études sur la question musulmane. Et moi, je pense aux travaux de Crosco-Cavard. Mais je pense qu'ils n'étaient pas aussi riches que maintenant. Mais il y avait déjà des études sur les musulmans. Et aussi, c'était aussi beaucoup sur les quartiers populaires. Et oui, c'est pareil. Là, je vois pas, il n'y a pas une spécificité de l'islam. Il faudrait peut-être aussi qu'elle s'intéresse. Le problème, je pense qu'elle connaît rien au phénomène religieux et qu'elle découvre l'islam et qu'elle croit qu'il y a une spécificité de l'islam là-dessus. Hein. Elle va pas mettre les pieds au Vatican, elle va vriller, oui. Oui. Si là, ça fait pas sec, là, tous les gens qui attendent là à la fenêtre, qu'il y a un gars qui sort, il fait c'est moi le nouveau chef. Non, mais arrête. Avec la fumée et tout, il y a des codes et tout, arrête. Mais en fait, ce qui me rassure dans le truc, et ce qui est le plus scandaleux chez FBB, on va dire ça, Florence Bergeau-Blackler, FBB, c'est pas qu'elle est raciste. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'elle est totalement nulle. Je savais qu'elle était nulle, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Ça fait 30 ans qu'elle travaille sur le sujet, les gens. 30 ans, mais qu'est-ce que t'as fait pendant 30 ans? T'as lu 3 livres, qu'est-ce qui se passe? T'as lu 3 livres et t'as rencontré 10 musulmans. C'est une folie d'être aussi mauvaise sur ton sujet de prédilection. Donc les RG vous ont contacté? Donc les RG, au bout d'un an, 1 an et demi d'ailleurs, une fois que je suis sortie de ce milieu-là, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tant que je les étudiais gentiment et qu'ils escomptaient, ils comptaient sur moi pour produire un savoir qui allait les favoriser, en fait, un savoir que je pourrais amener à l'université, quand ils ont compris que ça ne marchait pas, on ne pouvait pas en fait se servir de moi pour envoyer des messages à l'intérieur de l'université, puisque les frères musulmans, une fois qu'ils arrivent sur les campus, ce qu'ils veulent faire, c'est imposer une façon, imposer un islam. Et là, elle nous parle des frères musulmans qui sont à l'université et qui ont un plan de conquête de... Mais qui? Je veux dire, surtout dans les années 90, vas-y, cite-moi les chercheurs arabes, juste arabes à l'université dans les années 90, en sociologie, en anthropologie. C'est qui ces frères musulmans qui essayent de conquérir les universités dans les années 90-2000? C'est quoi ce niveau de conspirationnisme qui repose sur rien? Même les frères musulmans, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de conquérir les universités. Oui, là, c'est un niveau... Donc pour eux, tous les gens qui vont travailler sur l'islam, sur d'autres formes d'islam qu'ils ne jugent pas correctes, ils vont essayer de l'empêcher. Ça commence par influencer les chercheurs. Mais attends, les chercheurs à l'université? Mais attends, c'est quoi? Les frères musulmans, pour influencer l'islam dans les mosquées des quartiers populaires, vont influencer les chercheurs à l'université? Mais quel intérêt? Tous les gens qui fréquentent la mosquée lisent des chercheurs à l'université en sociologie, en anthropologie, pour pratiquer leur islam. Je comprends pas. Genre, ils vont lire Éric Fassin pour savoir ce qu'ils doivent faire. C'est complètement con ce qu'elle dit. Donc quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit chouette, on va pouvoir se servir d'elle pour pouvoir passer un certain nombre de messages et qui nous sommes dans l'université. Ça va être réalisé comment? Par exemple, ils me faisaient assister à beaucoup de réunions, donc les réunions d'enseignement, les cercles islamo-chrétiens. Je me souviens une fois d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait retrouver cette photo où au congrès de l'UOIF, il y a tous les barbus au premier rang et il y a moi avec un pantalon rouge. Ça n'arrive jamais, on ne met jamais une femme au premier rang avec les hommes. Et vous aviez... Mais c'est censé prouver quoi ça? Je comprends pas. Elle parle d'une photo, elle est avec des barbus et il y a elle. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un foulard, pas de foulard? Pas du tout, pas du tout. Mais les frères sont... ce sont pas des salafistes, les frères. Non, mais attends, parce que tu as dit juste avant que Tariq Ramadan obligeait les femmes à porter le voile. Il faut savoir là. En plus, elle avait dit en plus que les frères musulmans étaient des salafs qui faisaient comme les pieux prédécesseurs. Donc elle est en train de se contredire sur tout le truc, quoi. Non, j'étais sur une distinction que je fais, moi, entre les salafistes et les fréristes en général. C'est que les salafistes pensent que c'est la pratique qui va amener à l'éthique. Tandis que les frères, ils pensent que, comme ils ont un projet, c'est ça qui fait la différence avec les salafistes, les frères, ils ont un projet, ils mettent ça en premier. Leur objectif, c'est d'islamiser le monde, c'est ce qu'on appelle le califat. Hey, ils sont pas timides, hein, les frères musulmans. Ils ont vraiment des gros objectifs. Ils sont arrivés, ils ont fait pourquoi on se limite comme ça, en fait? Tu sais, on dirait les tracts du NPA. Renverser le capitalisme et instaurer le communisme mondial. Ok. Ils pensent qu'on peut suspendre un certain nombre de pratiques, même si c'est illicite, dans la mesure où l'objectif, c'est est plus important que le fait de ne pas pratiquer. Donc ça veut dire que pour eux, la priorité, c'est pas la pratique. Ça veut dire que ce ne sont pas des salafs. Et ça veut dire qu'ils n'obligent pas les femmes à porter leur voile. Et ça veut dire qu'ils arrivent à s'adapter. Donc les frères musulmans ne sont pas un problème. S'ils arrivent à s'adapter à la France. Une femme qui voudrait rentrer, qui aurait la possibilité de rentrer à un très haut niveau de la SNCF, par exemple, elle pourrait être dispensée de porter le voile. Parce que là où elle va être placée,
ça va être beaucoup plus intéressant stratégiquement pour eux que de l'obliger à mettre le voile et prendre le risque qu'elle perde son emploi. Donc en fait, ils se disent, bah, autant que tu travailles, tant mieux, tant pis pour le voile, garde ton travail. Et donc et c'est quoi? Elle va aider les salafs à détourner les trains? C'est quoi? En fait, c'est quoi l'intérêt pour les salafs qu'il y ait une meuf qui soit dans la SNCF? Genre un haut poste. Grâce à elle, si on a besoin de faire un attentat, on pourra détourner les trains. Ça n'a pas de sens. En plus, je trouve ça. Je veux dire, quel est le meilleur exemple d'intégration de se dire, ok, si tu vas avoir ce travail, c'est pas grave, tu peux enlever le voile pendant que tu travailles. Comment jeter le soupçon sur tous les cadres musulmans en fait, sur toutes les personnes qui ont un haut poste et tout, et dire ah bah en fait c'est même si elle enlève le voile, faut faire gaffe parce que c'est peut-être une sœur musulmane qui a pour projet en fait de conquérir la France et le monde. Quand je suis là au premier rang avec tous les barbus, avec mon pantalon rouge. Pourquoi elle insiste sur son pantalon rouge? Il y a un truc derrière son pantalon rouge? Ah, c'est peut-être parce qu'elle veut... Peut-être juste pantalon, que tu portes un pantalon, c'est ça? Mais pourquoi rouge? Tout le monde a compris que je peux être cet instrument-là, donc on me laisse là. Si j'avais été dans un aréopage de salafistes, ils m'auraient bien sûr éjecté en me disant mais qu'est-ce que tu fais là, femme, va-t'en et va te voiler. Aïe, 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 c'est sauvage. Oui, c'est incompréhensible, mais c'est son anecdote. Elle a pris une fois une photo avec des barbus et un pantalon rouge. C'est une stratégie mûrement réfléchie. Je sais pas où on l'a mûrement réfléchi, mais oui, apparemment, on a cet objectif en tête, mûrement réfléchi. On s'est réunis autour d'une table et on s'est dit, c'est ce qu'il faut faire. Et les frères étaient à l'époque aussi connectés avec le Qatar, et probablement aussi les Palestiniens, des formes c'est 2005, oui, prototypique du Hamas. Bah, le Hamas existait déjà en 2005, je comprends pas pourquoi prototypique du Hamas, super. Genre ça existait pas, je crois que c'est apparu en 2005 le Hamas. C'est cette idéologie-là qui a produit maintenant cette génération halal, comme je l'appelle, des années 2000, ces enfants qui vivent un peu dans un monde de schizophrène. Ça veut dire quoi la génération halal? C'est quoi? C'est des musulmans qui prient? C'est trop bizarre quoi, ces musulmans qui suivent l'islam, c'est trop chelou. C'est la génération halal. J'appelle ça génération halal parce qu'ils font quoi? Ils mangent halal. À la fois un monde de l'école républicaine, tout ce qu'on leur dit, blabla, et puis l'autre monde, celui de la mosquée, qui en fait des missionnaires de l'islam. Et leur rôle, c'est de propager l'islam. Et c'est comme ça. Comment font les jeunes pour propager l'islam? Moi, je ne sais pas si... D'abord, on leur dit pas comme ça, mais on leur dit, vous devez être un musulman exemplaire. C'est... Trop chelou. Trop chelou. Vraiment, je sais pas ce qui se passe chez les musulmans, mais en fait, il y a l'imam, il dit à ses fidèles qu'il faut être un bon musulman. Qu'est-ce qui se passe dans l'islam en fait? Alors que dans le christianisme, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le curé qui dit aux chrétiens d'être des bons chrétiens. Dans le judaïsme, t'as pas ça. T'as pas le rabbin qui dit aux juifs d'être de bons juifs. Non, non, non. C'est que dans l'islam. C'est trop chelou. On te demande d'être un musulman exemplaire. Et c'est comme ça en fait qui propage l'islam en étant exemplaire. Et en fait, c'est un plan un peu astucieux. Parce qu'il y a des gens, ils disent ah, il est cool ce musulman, je vais devenir comme lui. Et paf, charia, califat, femme voilée, femme lapidée et homosexuel en haut des tours. Voilà. Chercheuse au CNRS. C'est quoi un musulman exemplaire? C'est un musulman qui pratique, c'est un musulman qui appelle à la pratique, parce que vous devez chasser l'illicite en vous et chez les autres, et trouver le licite en vous et chez les autres. Trop chelou, hein. Moi, c'est vraiment les gens qui pensent avoir... c'est vraiment que les musulmans qui pensent avoir les bonnes réponses à la vie, les bonnes réponses à des problèmes, et c'est les seuls à partager ce qu'ils pensent être les bonnes réponses. Ça n'existe pas chez les autres. Personne se dit hey, ma manière de vivre elle est plutôt cool, tu devrais l'essayer. Ou ma manière de penser elle est plutôt cool, tu devrais l'essayer. Ou mes idées sont plutôt cool, tu devrais y adhérer. C'est que les musulmans qui ont ça. Il n'y a que chez nous. Chez les autres, religieux, pas religieux. Par exemple, un communiste, jamais un communiste il va essayer de convaincre l'autre d'être communiste. Jamais. Jamais. Un facho, jamais il va essayer de convaincre l'autre d'être facho. Jamais. Il n'y a que les musulmans qui essayent de convaincre les autres d'être comme eux. Je sais pas, c'est l'Orient. C'est dans leur sang, c'est dans leur culture. C'est déjà le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, qui déjà à l'époque essayait de convaincre, contrairement aux autres prophètes, qui essayait de convaincre les gens de suivre sa voie. Je sais pas. Après, les jeunes, ils font un peu ce qu'ils veulent de tout ça. Mais c'est quand même la norme. Et si vous n'êtes pas comme ça, ben, vous irez en enfer. Un élément pédagogique très très efficace, malheureusement, c'est la peur. La peur de l'enfer. Ça aussi, c'est seulement dans l'islam où l'enfer existe. C'est spécifiquement dans l'islam que si tu vis pas une vie bonne, ta mort, c'est pas cool. Moi, par exemple, quand je suis arrivée dans ces cercles avec les sœurs musulmanes, c'est surtout du paradis dont elles me parlaient. Parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On savait qu'il ne fallait pas faire peur.
D'ailleurs, c'est ce que les frères disent. Il faut faire, quand vous faites venir à la religion, vous n'allez pas taper sur la personne. Et là, en plus, ce qui m'énerve, c'est que depuis le début, elle parle des musulmans comme si c'était un groupe homogène, tu vois, comme si c'était toujours le même discours partout, en tout temps, en tout lieu, c'est toujours le même discours, et tous les musulmans jouent sur la peur, parce que oui, il y a des imams, il y a des courants où c'est beaucoup sur la peur, sur la seule communauté qui sera sauvée, sur les années que tu vas passer en enfer et tout, pour essayer de faire en sorte que les gens restent dans le cadre, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, ces trucs sur la peur, ça marche aussi dans les autres religions ou dans les autres idéologies. Mais je veux dire, là, il y a une homogénéisation des musulmans et du discours islamique qui est affolant. Et elle est chercheuse. L'enfer, des supplices de l'enfer. Les catholiques, très connus pour ne pas se préoccuper de l'enfer et de la souffrance, oui. Alors je sais, il y en a des gens qui vont me dire, oui, mais avec votre grand-mère c'était pareil, autrefois c'était pareil, on faisait ça dans le catholicisme, etc. Certes, mais là c'est plus que ça, puisque le projet des frères musulmans, c'est pas juste de faire rentrer leurs ouailles dans l'univers religieux, c'est de le répandre. FBB, pourquoi le catholicisme est en Amérique du Sud ou en Afrique? Genre, il n'y a pas ça du tout aussi dans le christianisme. Non, le christianisme n'essaye pas de s'étendre. Non, là c'est... Oui, effectivement, on faisait ça dans le christianisme. Mais la différence avec l'islam, c'est que l'islam essaye de se diffuser partout. Contrairement au christianisme, qui ne sait pas diffuser partout. Bref, voilà, les musulmans sont méchants. Comment vous faites pour pénétrer des confréries? Moi, j'ai plus besoin de pénétrer des confréries, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Nos pénétrations, en fait. Tu nous pénètres pas, tu t'es pris pour qui? Nous, non. No gays ici. Les gens sont dans des bulles. Il suffit de vous brancher sur la bulle, c'est très facile de faire des faux profils, par exemple. Vous branchez, puis vous observez ce qui se passe. Elle pénètre pas, elle fait pas de terrain, elle analyse des groupes Facebook. Oui, non, mais les gens... Je veux dire... Ses propos prouvent qu'elle n'a pas travaillé le sujet, qu'elle n'a pas fait d'enquête. Je sais pas, ça date de quand son dernier entretien? Elle est anthropologue. C'est quoi? Mais même informel, c'est quoi son dernier terrain d'enquête? Tu es anthropologue, la putain de ta mère. Fais du terrain. À l'époque, moi, j'avais aucune intention d'infiltrer quoi que ce soit. Je me suis trouvée dans un milieu que ma discipline me demandait d'étudier selon telle ou telle méthode. En fait, c'est quoi l'observation participante en anthropologie? C'est vous rentrez dans un milieu, vous vous faites adopter d'une certaine manière, on vous donne un rôle, et votre travail, c'est de comprendre le rôle qu'on vous a assigné et de faire l'analyse de ce que vous observez en fonction du rôle qu'on vous a assigné. Ils m'ont éjecté. Alors là, c'était très simple, hein. Évidemment, ils m'ont rien dit. Je veux dire, j'ai jamais eu, personne ne m'a rien reproché. Mais un jour, il n'y avait plus personne. Je ne pouvais pas aller taper à la mosquée, je ne pouvais plus aller dans une famille. On se demande pourquoi les musulmans n'ont plus voulu qu'elle soit là à traîner dans les milieux. C'est quand même bizarre, hein. Une meuf qui arrête pas d'alimenter un complot totalement islamophobe et qui prétend que les musulmans, même ceux qui sont intégrés, sont en fait sous takia pour conquérir la France et imposer la charia. C'est bizarre quand même que les musulmans veulent plus lui parler. C'est trop chelou. Et ça apprend une chose quand même très importante, c'est que les frères musulmans sont des gatekeepers. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas repéré comme un ami, vous serez dans l'impossibilité de faire vos enquêtes. Ce n'est pas spécifique aux musulmans, hein. C'est tous les milieux. Hein. Si tu es chercheur, t'écris des trucs, tu pénètres un milieu, tu évolues dans ce milieu, et après tu sors des articles pour critiquer ce milieu, pour dégueuler sur ce milieu, tu vas être viré de ce milieu. Ce n'est pas spécifique aux musulmans, c'est tous les milieux. Je veux dire, oui, mais les milieux de gauche, de droite, les milieux associatifs, je sais pas, tu vas dans un truc écolo, tu sors, tu fais un livre qui les déchire, ils vont dire, bah tu reviens plus. Vous voyez, ce niveau d'islamophobie, c'est spécifique aux musulmans, hein. Les frères musulmans sont des gatekeepers. Hein. C'est-à-dire que, étrangement, si tu les critiques, ils veulent plus te parler. C'est dingue. Comme la France insoumise, comme par hasard. Bah oui. Mais non, mais en plus, en sociologie, en anthropologie, tu as même des articles sur comment travailler dans des milieux où toi... t'es plutôt contre ces milieux. Et souvent, tu sais que ça va être un one-shot. Souvent, ça va être, et notamment, c'est des chercheurs qui vont travailler sur des milieux d'extrême droite ou des milieux radicalisés et tout. Et donc, tu as tout un travail, mais même d'éthique, d'enquête, de comment tu t'intègres, comment tu observes, qu'est-ce que tu dois en sortir, et aussi la réception de ton œuvre. Et aussi, au-delà des milieux sur lesquels tu vas enquêter sur des gens que tu n'aimes pas. Donc, tu as tout un travail sur ça, sur des gens que tu n'aimes pas. Et tu sais que très souvent, c'est un one-shot. Parce que tu vas te faire révéler, parce que des gens vont savoir, parce qu'ils vont lire le livre, donc voilà. Et aussi, tu as tout un travail sur même les milieux que tu as étudiés et comment tu fais un retour sur ces milieux-là, parce qu'il y a aussi une éthique de chercheur. C'est-à-dire, est-ce que tu n'es pas là pour les piéger, tes enquêtés? Il faut que tu aies un retour avec eux, il faut que tu parles de ton travail. Parce que là, on dirait presque, je me demande si même elle a assumé son rôle d'anthropologue. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir un retour avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tes analyses? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tes conclusions? Qu'est-ce qu'ils en tirent? Est-ce que ça change dans les relations? Sauf que elles, non, on t'a juste chié sur ces organisations-là, et ces organisations-là t'ont dit, tu dégages, quoi. Tous ceux qui produisent des connaissances sur les frères musulmans, enfin sur les musulmans aujourd'hui, en méconnaissant l'existence des frères, parce qu'il y en a qui disent ça n'existe pas, hein. Pour vous dire, à l'université, il y a même des gens qui prétendent que les frères musulmans n'existent pas en France, ou sous-estiment leur influence,
C'est qu'ils sont dedans, en fait. Waouh, le niveau de conspirationnisme, attends. S'ils contredisent ce qu'on dit, c'est que c'était un... Si tu contredis le complot, c'est que tu fais partie du complot. Elle a littéralement dit ça. S'ils disent que les frères musulmans n'existent pas ou qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, c'est que c'est des frères musulmans. C'est littéralement une manière de museler toute critique. Oui, c'est une attaque préemptive. C'est en mode une attaque préventive. En mode, si tu n'es pas d'accord avec moi sur les frères musulmans, c'est que tu es un frère musulman. Tu es chercheur et tu me contredis et tu sous-estimes la puissance des frères musulmans. Tu es frère musulman. Ah. Si on comprend en fait ce que veulent les frères, comment ils agissent, ne laissons jamais des chercheurs trop longtemps étudier dans un sens qui ne leur convient pas. Et si vous le faites quand même, eh ben vous êtes menacés. Vous êtes menacés, vous êtes sous protection policière. Voilà. Bon allez, c'est bon, ça me saoule ça. Ok, t'es sous protection policière, allez, ça dégage, ça dégage. Les gens, YouTube, je suis désolé, mais je fais exprès d'arrêter quand elle parle de protection judiciaire, de protection policière, parce que j'ai envie de protéger les frères musulmans et de pas avoir une vision négative des frères musulmans, parce que je suis moi-même frère musulman. Avec Mehdi, on est frères musulmans. Même avec les athées, je suis frère musulman. Donc je vais défendre le complot mondial des frères musulmans. Merci à tous de m'avoir écouté et vive les frères musulmans! Les frères musulmans! Les frères musulmans! Les frères musulmans! Frères mais pas beaux-frères musulmans. Eh ouais, eh ouais. Bref, FBB, je suis désolé, mais j'ai plus été choqué par ton niveau, qui est catastrophique, que par ton racisme. C'est dire à quel point t'es nul, parce que t'es très raciste, hein. Mais t'es encore plus nul que t'es raciste. Donc imagine à quel point t'es nul.